Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. La bataille de Poitiers. En l'an 711, quelques 6000 soldats berbères venus d'Ifriqiya débarquent sur un rocher espagnol qu'ils rebaptisent Djebel al-Tariq, la montagne de Tariq, futur Gibraltar, en hommage à leur guide et chef. Leur avancée les mène jusqu'à Cordoue, où ils défont Rodrigue, le roi wisigoth chrétien. Nous sommes en 719 après Jésus-Christ. Toute l'Hispanie est occupée par les musulmans. Toute ? Non, car la petite région des Asturies, peuplée d'irréductibles chrétiens, résiste encore et toujours à l'envahisseur. Quasi rien donc n'arrête ces Omeyyades qui franchissent les Pyrénées et installent la même année une province musulmane d'Al-Andalus en Septimanie. Narbonne flanche, Carcassonne, Avignon, Arles et enfin Nîmes cèdent à leur tour. En 721, les Sarrasins avancent sur Toulouse, mais Eudes d'Aquitaine parvint à les contenir. Malgré cette défaite, les razzias de plus en plus fréquentes des musulmans, tant en Aquitaine que dans la vallée du Rhône, à l'instar du sac d'Autun en 725, accroissent la menace. Eudes d'Aquitaine a des raisons de s'alarmer et pense qu'une alliance avec Munuza, le gouverneur omeyyade du nord de l'Hispanie, pourrait assurer la protection de son duché autonome. Il lui offre sa fille en gage de sa confiance. Mais le gouverneur général d'Al-Andalus, Abd al-Rahman, ne l'entend pas ainsi. Bien décidé à poursuivre ses conquêtes au nord, il fait assassiner Munuza. L'impitoyable Abd al-Rahman, avec son contingent formé de Berbères et d'Arabes, attaque alors Bordeaux et décime les troupes d'Eudes en 732. Puis, selon un anonyme de Cordoue, que je cite, décide d'aller piller l'église de Tours en détruisant sur son chemin les palais et en brûlant les églises. Harcelé, diminué, pressé de tous côtés, le héros de Toulouse n'a d'autre issue que d'appeler au secours Charles, un maire du palais du royaume franc, devenu son ennemi après qu'il ait terrassé son allié Rinfroid. Charles d'Austrasie accepte volontiers de prêter main forte contre l'envahisseur, en échange du serment de fidélité du duc d'Aquitaine à l'autorité franque. Charles et son armée de fantassins traversent la Loire et avancent vers la position des oppresseurs sur la route de Poitiers à Tours. Pendant 6 jours, les deux camps se toisent, s'analysent, s'observent et se livrent à quelques échauffourées sans conséquence. Le 25 octobre 732, premier jour du Ramadan, Abd al-Rahman lance l'offensive. La cavalerie arabe fait face au mur infranchissable des fantassins francs, aussi ordonnés que disciplinés. 2 jours de combat et la mort de l'émir suffisent à créer la déroute. Les musulmans retournent à leur camp pour y sauver leur butin et leur famille. Les soldats appliquent en effet le regroupement familial, y compris sur le front, mais Eudes les a devancés et ils s'enfuient. Ainsi s'achève la bataille de Poitiers ou bataille de Tours, dont le grand vainqueur est bien évidemment Charles, que l'on appelle depuis Charles Martel. Selon les historiens, ce surnom trouve des origines très diverses. S'agit-il de sa technique de combat martelante, des coups d'étrier semblables à ceux d'un marteau qui lui ont acquis la victoire, des exactions frappantes commises par la suite sur les terres musulmanes de Provence, ou, selon le bénédictin Don Martin Bouquet, dans son recueil des historiens des Gaules, comme le marteau débrise et froisse le fer et l'acier et tous les autres métaux, aussi froissa-t-il et brisa-t-il par la bataille tous ses ennemis et toute autre nation. Bien que ne relevant pas du prodige stratégique ou de l'exploit militaire, le triomphe de Charles Martel est total et lourd de sens. Il se pose comme le seul homme capable de stopper les avancées sarrasines, qui relèvent davantage du raid de brigandage que de la conquête religieuse ou territoriale, et incarne ainsi pour beaucoup le symbole de la résistance chrétienne contre l'islam. La relève est assurée par Pépin le Bref et ses successeurs jusqu'à Robert II le Pieux, qui verra la fin définitive des razzias musulmanes.
Eudes d'Aquitaine, quant à lui, devient, comme il était prévu, un vassal de Charles, qui travaille en profondeur, dès la mort du duc en 735, à la future annexion du duché d'Aquitaine au royaume franc. Pour avoir repoussé les Arabes dans le retranchement du sud, Charles Martel s'octroie la souveraineté de facto sur le royaume franc en se proclamant Dux et Princeps Francorum. Profitant de la décadence des derniers mérovingiens, les rois fainéants, qui n'avaient plus de roi que le nom, selon la formule du biographe Éginard, il légitime la succession carolingienne, dans laquelle son fils Pépin le Bref et son petit-fils Charlemagne s'illustreront. Par ailleurs, cette bataille voit germer pour la première fois, sous la plume d'un chrétien anonyme de Cordoue, la notion d'Europe comme civilisation et culture. Les Saracéni ou Ismaéliti, sarrasins ou infidèles, sont en permanence opposés aux Europenses, européens dans le récit. François de Maucroix, ami de Jean de La Fontaine, confirme que l'Europe courait risque si Charles Martel ne se fût opposé à ce débordement d'infidèles. La portée de la victoire dépasse les frontières franques et Charles Martel apparaît comme un héros européen protecteur et garant des valeurs occidentales. Souvent récupérée à des fins tendancieuses, la victoire de Charles Martel sur les musulmans n'en reste pas moins un épisode marquant de l'histoire de France avant la France et de l'histoire de l'Europe avant l'Europe.